Allez, on attaque tout de suite cette nouvelle analyse. Dans un monde qui est, on va pas se mentir, complètement obsédé par les notes, les examens standardisés et la course frénétique au diplôme, on va faire un petit pas de côté aujourd'hui. On va se plonger dans les réflexions vraiment poétiques d'un enseignant de terrain. Ça se passe dans les écrits de Rabah Ben Mesbah à travers son œuvre L'armoire des silences. L'idée ici, c'est d'explorer ensemble le vrai but de l'éducation. Parce que ce n'est pas juste une histoire de manuel scolaire à avaler, c'est littéralement une quête qui touche à l'essence même de notre humanité et à notre liberté de penser. Et on commence fort avec cette citation du Dalai Lama, c'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités. Ça pose immédiatement le décor. Pour notre auteur, ce silence, ça représente toute cette réalité invisible dans les salles de classe. C'est ce moment suspendu où le prof observe les élèves, remet en question ses propres méthodes et réalise avec, disons, une pointe d'amertume que le système classique échoue très souvent à éveiller véritablement l'intellect. C'est un silence lourd, hyper chargé en doutes existentiels sur ce que signifie vraiment le métier de transmettre le savoir. Ce qui nous amène directement à la question à 1 million. L'école forme-t-elle des esprits ou se contente-t-elle de remplir des mémoires ? C'est le dilemme absolu, vraiment obsédant, avec lequel l'auteur se bat pendant toute sa carrière. Imaginons une classe moderne, parfaitement disciplinée. Les élèves recrachent des dates, des formules au mot près le jour du contrôle, pour tout oublier la semaine d'après. Est-ce qu'on fabrique des simples machines à réciter, capables de stocker de l'info pour satisfaire un barème, ou est-ce qu'on cultive des intelligences libres, autonomes, avec un vrai esprit critique ? La question pique un peu, mais elle est incontournable. Première section, le cabinet des silences. Déverrouiller les secrets de l'enseignement. L'auteur utilise ici une image qui marque les esprits, ce fameux frigo de la mémoire, caché dans une armoire verrouillée. C'est la métaphore parfaite de cet espace secret, très intérieur, où les éducateurs entassent leurs doutes, les échecs cuisants, les constats des répétitions mécaniques, tout ça congelé, figé dans le temps. Ce n'est pas juste une jolie phrase en l'air, ça montre à quel point c'est lourd émotionnellement de voir au quotidien des gamins simplement survivre au système sans vraiment apprendre. Pour tenir le coup, on enferme souvent cette prise de conscience douloureuse. Mais un jour ou l'autre, il faut avoir l'immense courage de débrancher ce frigo, d'affronter ces impasses pour enfin transformer les choses. Ce qui nous fait basculer vers la deuxième section. Mémoire contre véritable compréhension. Le dilemme éducatif. Et là, on fait face à l'ennemi public numéro 1 de cette philosophie, le psittacisme. Alors oui, le mot a l'air un peu barbare comme ça, mais le concept, lui, est tristement banal. En gros, c'est le fait de répéter mécaniquement des concepts comme un perroquet, sans rien y comprendre, sans aucun recul critique. C'est une crise silencieuse et redoutable. On a tous en tête l'exemple de l'étudiant capable d'écrire une formule mathématique super complexe au tableau, mais totalement incapable de l'utiliser pour résoudre un problème concret dans le monde réel. Le drame est là. On réussit brillamment sur le papier, on accumule les 20 sur 20, mais on échoue fondamentalement à comprendre le monde qui nous entoure. En fait, c'est un combat entre deux visions diamétralement opposées. D'un côté, l'école de la répétition, on mémorise, on récite docilement, on reste passif, et le but ultime est juste d'avoir la moyenne sans forcément savoir de quoi on parle. Et de l'autre côté, on a l'école du sens, celle des explorateurs. On est dans un environnement qui vibre, où l'objectif n'est pas de tout gober aveuglément, mais de questionner, de creuser les idées pour atteindre une compréhension profonde. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est précisément d'arriver à faire passer les élèves de cette passivité à une véritable émancipation intellectuelle. Et pour relever ce défi monumental, l'auteur a eu une idée que je trouve géniale. Utiliser les lettres de son pays, l'Algérie, comme un véritable plan d'action pour la salle de classe. Chaque lettre devient un pilier. Le A pour l'apprentissage actif, qui exige de s'impliquer. Le L pour la lecture et la réflexion, la base absolue. Le G pour la gestion intelligente du savoir. Le E pour l'éveil des talents uniques de chacun. Le R pour une réussite authentique et pour tous, pas juste pour une élite. Le I pour l'innovation, parce qu'il faut oser bousculer les habitudes. Et enfin le dernier E pour l'éducation citoyenne. C'est tout un système repensé de A à Z pour que l'élève ne soit plus un vase vide, mais un feu prêt à s'enflammer. Passons à la section 3, l'esprit de novembre, l'apprentissage comme acte de libération. Apprendre pour comprendre, comprendre pour être libre. Boum. C'est simple, mais la puissance de cette phrase est folle. L'auteur fait un lien direct, presque viscéral, entre l'émancipation intellectuelle et la liberté, qu'elle soit personnelle ou collective. Parce que soyons clairs, si on ne saisit pas les mécanismes du monde, de l'économie ou de la politique, on reste inévitablement à la merci de ceux qui les maîtrisent. Sans cette compréhension profonde qui vient de l'éducation, l'idée même d'être libre, ce n'est qu'une illusion, toujours prête à s'effondrer au premier coup de manipulation.
Et cette volonté d'émancipation, elle est carrément ancrée dans l'histoire. Regardez bien, en 1954, c'est l'étincelle révolutionnaire, l'éveil brutal d'une conscience nationale. Aujourd'hui, le champ de bataille a changé, mais le combat continue, sauf que ça se passe au cœur de nos écoles. C'est là qu'il faut éveiller les esprits un par un, les arracher à cette fameuse répétition mécanique dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Pour demain, pour forger un avenir solide avec des citoyens complètement souverains et des libres penseurs. En fait, la révolution par les armes, c'est tout simplement transformé en révolution par les idées. On arrive à la section 4, la grammaire d'une nation, où l'on va voir que la langue est un outil révolutionnaire. Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est la façon dont l'auteur prend des matières souvent perçues comme très austères et leur donne une dimension épique en les associant à 6 héros de la révolution algérienne. D'un seul coup, la grammaire, ce n'est plus une corvée. C'est la capacité d'organiser sa pensée et de refuser le désordre, à l'image de Didouche Mourad. La conjugaison, c'est l'urgence d'agir dans le présent, comme Krim Belkacem. L'orthographe, avec Rababita, c'est la rigueur morale inflexible. Et le vocabulaire devient carrément l'arme de précision de l'Arbi Ben Mehdi pour affirmer la vérité avec une clarté d'esprit tranchante. Ça change tout, non ? Gardons bien cette analogie en tête. Une règle d'accord corrompue détruit la phrase, une morale corrompue détruit la nation. C'est d'une profondeur incroyable. Ça nous rappelle que la structure même de notre langue, c'est le reflet de notre tissu social. Si on commence à excuser la paresse intellectuelle dans les règles d'accord, c'est une petite brèche. C'est le premier pas, hyper subtil, vers la tolérance de la négligence et de l'injustice dans la société. La rigueur avec les mots, c'est véritablement la fondation de toute liberté et de toute droiture. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière section, éveiller la conscience, de l'apprentissage par cœur à l'écriture active. Concrètement, comment on fait pour éradiquer ce fléau du perroquet et créer des esprits engagés ? Il y a une méthode redoutable en 3 étapes. 1. Observer, c'est-à-dire lire, mais creuser vraiment pour saisir le sens caché derrière les mots. 2. Transformer. C'est la gymnastique où l'on change du passif en actif, forçant le cerveau à s'approprier le concept à 100%. Et 3. Produire. Prendre toutes ces pensées et les organiser dans une structure originale. C'est exactement cette mécanique qui permet de faire de n'importe quel élève le propre architecte de son intelligence. Et le but ultime, il est là. Écrire ses pensées. Penser, c'est choisir. Choisir, c'est déjà agir. Et apprendre à écrire, c'est apprendre à être libre. La boucle est parfaitement bouclée. En maîtrisant l'écrit, on ne se contente plus d'absorber passivement l'histoire. On affûte l'outil qui va nous permettre d'exprimer nos propres convictions. L'écriture devient alors l'arme suprême de la citoyenneté et prépare activement chaque individu à prendre sa place et à rédiger, littéralement, son propre avenir. On arrive à la fin de cette exploration, et une grande question résonne. Allons-nous nous rendormir confortablement avec nos têtes bien pleines de connaissances récitées par cœur, ou choisirons-nous le chemin exigeant d'éveiller des esprits profondément libres ? Le défi est posé sur la table. Face à cet héritage pédagogique, la suite reste entièrement à écrire. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, et surtout continuons chaque jour à questionner, à explorer et à remettre en perspective tout ce qu'on apprend.